Chacun d'entre nous, ou beaucoup d'entre nous, ont aujourd'hui un ordinateur personnel avec une puissance de calcul qui est limitée, qui augmente. On a aujourd'hui dans nos smartphones une puissance de calcul qui est supérieure à celle des gros ordinateurs il y a 10 ou 20 ans. Supercalculateur, c'est quelque chose d'encore plus gros, qui fait des calculs encore plus vite, Mais ça sert à encore quoi? plus puissants. Peut-être un mot sur les pétaflops, parce Oui. que alors un pétaflop, ça veut dire que c'est 14 millions de milliards d'opérations par seconde. 14 millions de milliards. Donc c'est beaucoup. Vous mettez un 14, puis vous mettez 15 zéros derrière. Mais je reviens à ma question, parce voilà. que c'est bien beau tout ça, mais au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une utilité concrète. Alors, c'est des Ça sert à utilités quoi? très concrètes, par exemple pour modéliser le climat. C'est-à-dire que modéliser le climat, ça nécessite énormément d'heures de calcul avec des machines de plus en plus puissantes. Alors ça, c'est un modèle, une utilisation classique. Il y a des utilisations moins classiques qui sont liées à l'intelligence artificielle que vous évoquiez tout à l'heure. C'est le but, en l'occurrence, de ce supercalculateur. C'est un des buts de ces supercalculateurs. On peut citer les questions de médecine personnalisée. On peut citer les questions de traduction automatique. On peut citer encore les questions de jeu. On a parlé beaucoup sur les médias des victoires au jeu de Go de la machine. Alors là, c'est un peu ludique et c'est pas l'objectif principal pour la recherche, bien sûr. Mais ce sont tous les exemples dans lesquels on a beaucoup de données et il faut qu'on ait des puissances de calcul très importantes pour traiter ces données. Alors, pardon d'être bassement matérialiste, mais il y a forcément un coût derrière tout cela. Combien ça coûte et qui paye? Ça coûte 25 millions d'investissement, 25 millions d'euros. Donc c'est un ordinateur à 25 millions pour faire clair. C'est un ordinateur à 25 millions d'euros et il faut ajouter à ça le coût de fonctionnement parce qu'évidemment ça dépense de l'énergie, un tel ordinateur, et ça doit être refroidi et simplement on a aujourd'hui des techniques qui permettent de réutiliser une partie de cette énergie pour par exemple chauffer des habitations, ce genre de choses. Mais il est clair que ça a un coût, il y a une compétition internationale dominée par la Chine et les États-Unis. Dominée par la Chine et les États-Unis, qui est une compétition sans fin, si je peux dire. C'est qu'aujourd'hui, on va acquérir un ordinateur qui est bien placé sur la scène internationale, mais il faut continuer à investir régulièrement. Et il faut investir régulièrement pour avoir des modèles de plus en plus puissants et pour avoir donc des résultats de plus en plus précis qui ont ensuite des impacts économiques importants. Alors, je vais y venir évidemment. Juste, vous évoquiez cette compétition internationale, donc Chine, États-Unis, Japon en troisième place. Est-ce qu'avec ce supercalculateur de 14 pétaflops, on est loin derrière ces trois pays ? Alors, on n'est pas si loin que ça. Les compétitions internationales, elles sont un petit peu compliquées parce que c'est un peu comme en automobile, si vous voulez. Il y a des voitures qui gagnent la Formule 1, il y a des voitures qui vont gagner le Paris-Dakar, il y a des voitures qui vont gagner le Monte-Carlo. Vous ne pouvez pas vraiment comparer les voitures entre elles. Donc, tous les classements internationaux, ils sont à prendre avec un petit peu de recul parce que vous avez des ordinateurs de nature différente. Là, on a un ordinateur qui est bien placé. Ça ne fait pas partie des tout meilleurs, mais on a un outil de travail qui est tout à fait satisfaisant. Mais encore une fois, il est satisfaisant aujourd'hui, mais il y a une course en avant. Et la génération suivante, ça sera plus le pétaflop, ça sera l'hexaflop. Donc on rajoute encore une dimension. Mais ça veut dire que celui que vous aviez aujourd'hui au CNRS, il était totalement obsolète ? Non, il était à peu près 10 fois moins puissant. Donc il n'était pas obsolète, mais il faut encore une fois, il faut fournir aux chercheurs, mais aussi à l'industrie, les machines les plus puissantes pour rester à la pointe au niveau international. Alors, vous évoquez les retombées économiques. Évidemment, derrière tout cela, il y a du business. Qu'est-ce que ça vous rapporte ? Alors, qu'est-ce que ça rapporte à la France de manière générale ? On va, grâce à de nouvelles techniques, on va être capable de créer des startups, on va être capable d'avoir des modèles de plus en plus puissants, on va être capable d'aider Météo France, qui a lui-même son propre calculateur, à faire des prévisions qui sont le plus fiables possible. Et ça peut être intéressant pour les agriculteurs, ça peut être intéressant pour les pilotes d'avion, ça peut être... Et de manière générale, ça permet d'être de plus en plus précis. Tout à l'heure, je parlais de la traduction automatique. On va être capable typiquement avec ce type de machine, d'avoir des moteurs de traduction automatique qui sont de plus en plus précis. Et donc, en fait, les applications de ces calculs sont nombreuses. Elles couvrent à peu près tous les domaines d'activité. Et on a besoin de ces machines puissantes pour, encore une fois, avoir des résultats plus précis qui vont permettre de créer du business et des emplois. Tout le monde y a accès à cet ordinateur, tout le monde. C'est-à-dire que vous le louez à des services étrangers, par exemple ? Alors non, on ne le loue pas à des services étrangers. Son accès principal, c'est pour les équipes académiques françaises, dont les équipes du CNRS, bien sûr, mais c'est les équipes des universités ou des autres organismes de recherche. Et puis, il y a un système qui permet aux industriels de l'utiliser dans certaines conditions. Pourquoi le concentrer, en tout cas en partie, à l'intelligence artificielle ? Alors, il est, encore une fois, comme je disais, c'est une machine qui s'appelle Converger. C'est une machine qui permet de faire des calculs classiques, ce qu'on appelle le High Performance Computing, et le calcul à haute performance. Et l'IA,
Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais l'IA est une réalité, même si derrière le terme IA, il y a des choses très diverses qui se cachent. Aujourd'hui, il y a des applications liées en particulier aux données, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui nécessitent des moyens spécifiques de calcul. Encore une fois, c'est un peu comme la métaphore automobile. On a une type de course où il faut un type de machine précis. Et donc, on n'avait pas en France de machine qui était destinée à ce type d'application. Et suite au rapport écrit par Cédric Villani sur l'intelligence artificielle, c'était une des mesures qui était préconisée par ce rapport, c'est que la France se dote d'un calculateur spécialisé dans ces problématiques d'intelligence artificielle.